Le grand-père ne sert plus à rien, dit mon gendre, sans savoir que le micro était resté allumé. Le grand-père ne sert plus à rien. Dès qu'il signe, on le place. C'est mon gendre qui a dit ça, en riant, dans la cuisine de la maison où j'avais grandi, aimé et enterré ma femme. Il ne savait pas que le babyphone de ma petite fille était resté allumé dans la chambre d'à côté, et que moi, assis dans le salon, l'écouteur posé près de mon fauteuil, j'entendais chaque mot. Chaque mot. Le lendemain matin, alors qu'il m'attendait avec un stylo et des papiers à signer, je n'ai pas signé. J'ai souri, je l'ai remercié, et j'ai dit que je voulais réfléchir encore un peu. Puis j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé mon notaire. Et c'est à partir de ce coup de fil que tout a basculé. Je suis profondément reconnaissant que tu sois là, avec moi ce soir. Avant que cette histoire ne commence vraiment, laisse-moi te poser une question. D'où me regardes-tu en ce moment? Laisse un commentaire et dis-moi ta ville, ton pays. Ça réchauffe le cœur d'un vieux vigneron de savoir que, quelque part dans le monde, des gens prennent le temps de l'écouter. Une note importante avant de continuer. Certains éléments de ce récit ont été romancés pour donner de la clarté et de la force au récit. Toute ressemblance avec des personnes ou des faits réels serait une coïncidence. Mais la leçon que tu vas entendre, elle, est tout ce qu'il y a de plus réel. Maintenant, commençons. Je m'appelle Émile Lacombe. J'ai 76 ans et je vis depuis toujours dans un village des coteaux de Bourgogne à quelques kilomètres de Beaune, au milieu des vignes. Une de ces maisons de pierre dorée, basse et solide, avec une cour, une vieille cuverie attenante et un jardin qui regarde la colline. Derrière, sur le coteau, il y a mes vignes. Quelques hectares seulement, mais des bonnes terres, héritées de mon père, qui les tenait du sien. J'ai été vigneron toute ma vie. La taille en hiver, les mains gercées par le gel, les vendanges en septembre, le dos cassé, le cœur léger. Une vie dure et belle au rythme des saisons et du ciel. J'ai épousé Suzanne quand j'avais 23 ans. Nous avons vécu 50 ans ensemble dans cette maison. Elle est partie il y a 6 ans, doucement, un matin d'automne, pendant que je rentrais les derniers du raisin. Depuis, la maison est bien silencieuse. Mais elle est pleine d'elle, encore. Sa place à table, son fauteuil, le tablier accroché derrière la porte de la cuisine. Nous avons eu une fille, une seule, Claire, mon trésor, ma fierté. Elle avait les yeux de Suzanne et le rire qui montait des vignes jusqu'à la maison quand elle était petite. Elle a fait des études, elle est partie en ville et elle a épousé un homme du nom de Cédric Boyer. Un garçon souriant, ambitieux, toujours à parler de projets, de réussite, d'argent. Je ne l'ai jamais vraiment aimé, je dois l'avouer. Mais Claire l'aimait et son bonheur passait avant mes réserves. Alors je me suis tu. Ils ont eu une petite fille, Manon. Aujourd'hui, elle a 3 ans. Des boucles blondes, des joues rondes et... Dieu me pardonne cette folie de grand-père. Le même rire que sa mère, exactement, qui résonne dans ma vieille maison comme un écho à travers le temps. Et puis, il y a 3 ans, le malheur est tombé sur nous comme la grêle sur les vignes en juin. Claire est tombée malade. Un cancer foudroyant. En quelques mois, elle nous a quittés. Ma fille, mon enfant unique, partie avant moi, ce qui est contre l'ordre du monde, contre tout ce qu'un père peut supporter. J'ai cru que je n'y survivrais pas. Manon avait à peine quelques mois quand sa mère est morte. Après ça, il ne me restait plus que 2 choses au monde, mes vignes et Manon. Et comme Manon vivait avec son père, Cédric, j'ai fait ce que ferait n'importe quel grand-père. Je me suis rapproché de mon gendre, pour la petite, pour pouvoir la voir, la prendre dans mes bras, la regarder grandir, retrouver en elle quelque chose de ma Claire. J'ai mis mes vieilles réserves de côté. J'ai aidé Cédric autant que je pouvais. De l'argent quand il en manquait, et il en manquait souvent. Des coups de main, du temps. Je gardais Manon dès qu'il me le demandait, le bonheur de ma vie. Et depuis quelques mois, Cédric était devenu d'une gentillesse inhabituelle. Il venait plus souvent, m'amener Manon, rester dîner. Il parlait beaucoup de l'avenir de la petite. Il faut penser à Manon, Émile, à son avenir, à ce qui se passera quand vous ne serez plus là. On n'aime pas y penser, mais il faut être prévoyant. Il me parlait de droits de succession,
d'impôts, de la complexité des héritages, des vignes qui valaient cher et qui poseraient tant de problèmes à la petite. Le mieux, Émile, ce serait de tout mettre à l'abri dès maintenant. Une donation. Pour Manon. Pour vous éviter, à elle et à vous, des soucis énormes plus tard. Et moi, vieil homme seul, le cœur encore en deuil de sa fille, qui n'avait plus que cet enfant pour le rattacher à la vie, je trouvais ça plein de bon sens. Mon gendre prenait soin de l'avenir de ma petite fille. Quel bonheur, me disais-je, d'avoir quelqu'un de si prévoyant. Il avait préparé des papiers, une donation. J'allais signer. C'était convenu pour le lendemain matin. Et puis, il y a eu ce dimanche après-midi. Ce babyphone restait allumé. Et ces mots, dans la cuisine, qui ont fait s'écrouler tout ce que je croyais. Le grand-père ne sert plus à rien. Dès qu'il signe, on le place. C'était un dimanche d'octobre. Cédric m'avait amené Manon pour l'après-midi, comme souvent. Le ciel était bas sur les coteaux, et il avait dit qu'il resterait un peu, qu'il attendait un ami qui devait passer. Vers 3 heures, Manon, fatiguée d'avoir couru dans la cour, a réclamé sa sieste. Je l'ai couchée dans la petite chambre du fond, l'ancienne chambre de Claire que j'avais réaménagée pour la petite avec un lit à barreaux et un mobile au-dessus. Et comme toujours, j'ai allumé le babyphone, le micro dans sa chambre et l'écouteur que j'ai emporté avec moi pour entendre si elle se réveillait. Je suis sorti faire un tour dans les vignes, comme j'aime le faire, même vieux, même fatigué. Marcher entre les rangs, toucher les ceps, c'est ma prière à moi. Mais le froid m'a vite ramené. Je suis rentré sans bruit, par la porte de la cuverie, et je me suis installé dans mon fauteuil du salon pour me reposer, l'écouteur du babyphone posé sur la table à côté de moi, en veille. C'est là que je les ai entendus. Dans la cuisine, juste de l'autre côté du mur de la chambre de Manon, là où le micro captait tout, Cédric parlait, et une voix de femme lui répondait. Une voix que je ne connaissais pas. L'ami qui devait passer était une femme. Il se croyait seul. Ils me pensaient encore dans les vignes. Et ils ignoraient que, dans la chambre voisine, le petit micro blanc transmettait fidèlement chacune de leurs paroles jusqu'à l'écouteur posé à côté de mon oreille. « Tu es sûr qu'il va signer demain ?» disait la femme. « Tu m'avais déjà dit ça la dernière fois. »« Il va signer, Vanessa. » La voix de Cédric, détendue, sûre d'elle, méconnaissable de celle qu'il prenait avec moi. Le vieux mange dans ma main. Depuis que sa fille est morte, il ne vit plus que pour la gosse. Je lui ai fait croire que c'est pour l'avenir de Manon. Il signe la donation demain matin, et les vignes, la maison, tout passe sous mon contrôle. Mon sang s'est figé. J'ai cessé de respirer. « Et après ?» a demandé la femme, Vanessa. « On fait quoi du grand-père ?» Cédric a ri. Un rire que je n'oublierai jamais. Le grand-père ne sert plus à rien. Dès qu'il signe, on le place. Il l'a dit comme on parle d'un meuble dont on veut se débarrasser. J'ai déjà repéré un établissement du côté de Châlons. Une fois qu'il a signé, je lui sors le grand jeu. « Émile, vous êtes trop seul, c'est dangereux. Vous tombez, votre cœur, etc. » Et hop, en maison. Avec un peu de chance, vu son âge et son chagrin, il ne tiendra pas longtemps là-dedans. Et la maison, les vignes? On vend tout. Les vignes de Bourgogne, ça part à prix d'or. De quoi éponger mes dettes et nous payer la vie qu'on mérite. On part s'installer où tu veux. Loin de ce trou à pinard et de ces vieux. Et la petite? Manon? La voix de Vanessa avait quelque chose de prudent. Tu comptes la trimballer partout? On verra. Le ton de Cédric s'est fait léger, détaché, et c'est ce détachement-là qui m'a transpercé le cœur plus que tout le reste. Une gamine de 3 ans, ça s'arrange. Ma mère peut la prendre, ou une nounou. L'important, c'est l'argent. La gosse, c'est surtout pratique pour attendrir le vieux et le faire signer. Après, on avisera. J'ai porté ma main à ma poitrine. Mon cœur cognait. Manon, mon trésor, le dernier souffle de ma Claire sur cette terre. Pour eux, elle n'était qu'un outil. Pratique pour attendrir le vieux. Une enfant de 3 ans. Tu es un sacré numéro, Cédric, a ri Vanessa. Je suis surtout fatigué d'être pauvre, a-t-il répondu. Demain, à midi, je serai propriétaire d'un domaine bourguignon, et le vieux croira encore que je suis le meilleur des gendres. Ils ont ri tous les deux. Et puis,
Manon a dû remuer dans son sommeil, parce que j'ai entendu Cédric dire « Chut, la petite !» Et ils ont baissé la voix, et puis ils sont sortis dans la cour, hors de portée du micro. Je suis resté seul, dans mon fauteuil, l'écouteur à la main, dans le silence revenu. Je ne saurais pas te décrire ce que j'ai ressenti. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était comme si on m'avait arraché quelque chose de vivant. Cet homme à qui j'avais ouvert ma porte, donné mon argent, confié ma confiance, pour qui j'avais ravalé mes réserves par amour pour ma petite fille, cet homme me considérait comme un meuble encombrant, à faire signer puis à jeter. Et ma Manon, ma Claire en miniature, n'était à ses yeux qu'un appât. J'ai entendu la porte se rouvrir. Cédric est rentré, tout sourire. « Émile, vous étiez là? Je vous croyais dans les vignes. Manon dort comme un ange. Alors, prêt pour demain? On signe et après, plus de soucis, je m'occupe de tout. » J'ai levé les yeux vers lui. Et là, j'ai compris que la chose la plus difficile, la plus importante de toute ma vie, c'était ce que j'allais faire dans la seconde qui suivait. J'ai souri. « Tout à fait prêt, Cédric. » ai-je dit d'une voix que j'ai forcé à rester calme. « Demain matin, comme convenu. Parce qu'un vieux vigneron, vois-tu, ça c'est une chose que les impatients comme Cédric ignorent. On ne récolte pas avant que le raisin soit mûr. Et la vengeance, comme le bon vin, ça se prépare en silence. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai veillé dans le salon, devant la photo de Suzanne et celle de Claire à côté, ma fille qui riait sur le perron un jour de vendange. Je leur ai parlé, comme je le fais souvent depuis qu'elles sont parties. « Qu'est-ce que je dois faire ?» leur ai-je demandé. « Il veut nos vignes. Il veut la maison où tu es née, Claire, et il veut se servir de Manon comme d'un appât, puis la confier à n'importe qui. Dites-moi quoi faire. » Elles ne m'ont pas répondu, bien sûr, mais à force de les regarder, quelque chose s'est apaisé en moi, et la colère brûlante du premier moment a laissé place à autre chose. Une résolution froide, patiente. La résolution d'un homme qui a passé sa vie à attendre la bonne maturité avant de cueillir. Je n'allais pas exploser. Je n'allais pas crier, ni l'affronter, ni lui dire ce que j'avais entendu. Pas encore. Parce qu'un homme prévenu qui montre qu'il sait, c'est un homme qui perd son seul avantage. Cédric ignorait que je savais. C'était là toute ma force. Tant qu'il me croyait dupe, je gardais une longueur d'avance. Au matin, il est arrivé à 9 heures, pile, avec sa chemise de papier et son plus beau sourire. Manon n'était pas là. Il l'avait laissée chez une amie. Chez Vanessa, ai-je pensé, mais je n'ai rien dit. « Bonjour, Émile. Bien dormi ?» Il a étalé les documents sur la table de la cuisine, à l'endroit même où, la veille, il riait de me placer. « Alors, on y va? J'ai tout préparé. Vous signez là, et c'est réglé. L'avenir de Manon assuré. Et vous, tranquille. » J'ai regardé les papiers. Une donation. Mes vignes, ma maison, transférées. J'ai pris le stylo qu'il me tendait. Je l'ai tenu un instant au-dessus de la feuille. J'ai vu le visage de Cédric s'éclairer, anticipant déjà sa victoire. Et puis, j'ai reposé le stylo. « Tu sais, Cédric, » ai-je dit lentement, en me frottant le front comme un vieil homme fatigué et hésitant, « tout ça, c'est important. C'est le travail de 3 générations. Je ne voudrais pas signer à la légère. Laisse-moi encore quelques jours pour y réfléchir, relire tranquillement. À mon âge, on ne fait pas les choses dans la précipitation. » Le sourire de Cédric s'est figé. Juste une fraction de seconde. Puis, il s'est repris. « Bien sûr, Émile, bien sûr. Mais ne traînez pas trop, hein. Les histoires de succession, plus on attend, plus ça coûte cher. Et puis à votre âge, on ne sait jamais. Vaut mieux mettre tout ça à l'abri vite, pour Manon. » Il a tapoté les papiers. « Disons la semaine prochaine ?»« La semaine prochaine, » ai-je dit en hochant la tête. « C'est parfait. » Il est reparti, un peu contrarié, mais rassuré. Le vieux allait signer. Juste un petit délai de grand-père hésitant. Dès que sa voiture a disparu au bout du chemin, entre les vignes, j'ai pris mon téléphone. Mes vieilles mains tremblaient un peu, mais ma décision, elle, ne tremblait pas. J'ai appelé la seule personne en qui je savais pouvoir avoir une confiance totale dans cette affaire. Mon notaire. Maître Florent Aubry. Il avait été le notaire de mon père, puis le mien. C'était plus qu'un notaire. Un ami de 40 ans,
un homme droit comme un cep bien planté, qui avait rédigé mon mariage, mon testament, et qui, je m'en souvenais soudain, avait connu Claire toute sa vie. « Florent », ai-je dit quand il a décroché. « C'est Émile. Il faut que je te voie. Aujourd'hui, si tu peux. C'est grave. Mon gendre veut me faire signer une donation de tout le domaine. Et je viens de découvrir qu'une fois que j'aurai signé, il compte me mettre en maison de retraite et tout vendre. » Il y a eu un silence au bout du fil. Puis la voix de Florent, posée et soudain très grave. « Émile, surtout, ne signe rien. Tu m'entends? Rien du tout? Viens à l'étude cet après-midi. » Une pause. « Et il y a quelque chose que je dois te dire depuis longtemps. Quelque chose que Claire m'a confié avant de mourir. Je crois que le moment est venu. » J'ai serré le téléphone. « Quelque chose que Claire t'a confié? Cet après-midi, Émile, en personne. » Sa voix s'est radoucie. « Ta fille était plus prévoyante que tu ne le crois. Et elle t'aimait plus que tout. L'étude de Maître Aubry se trouvait à Beaune, dans un vieil hôtel particulier aux pierres blondes, derrière une porte cochère. Florent m'attendait. 73 ans, le dos droit, des yeux clairs et perçants derrière des lunettes cerclées d'écailles. Il m'a serré dans ses bras, ce qui ne lui ressemblait pas, lui si réservé. Et il m'a fait asseoir dans son bureau, encombré de dossiers et de livres de droit. « Raconte-moi tout, » a-t-il dit, dans l'ordre, et ne me cache rien. Je lui ai tout raconté. La gentillesse soudaine de Cédric ces derniers mois. Les discours sur l'avenir de Manon. La donation préparée. Et puis le babyphone, hier. Les mots exacts. Le grand-père ne sert plus à rien. Dès qu'il signe, on le place. La femme, Vanessa. Le projet de tout vendre, de me placer en établissement, de se servir de Manon comme d'un appât avant de la confier à n'importe qui. Florent m'écoutait sans m'interrompre, le visage de plus en plus sombre. Quand j'ai eu fini, il a retiré ses lunettes, les a essuyées longuement, et il a soupiré. « Émile, ce que tu as failli signer aurait été une catastrophe. Une donation de la totalité de ton patrimoine à ton gendre, ou à un montage qu'il contrôle, en profitant de ton chagrin et de ton isolement après la mort de Claire. » Il a remis ses lunettes. « Ça porte un nom dans la loi. L'abus de faiblesse, c'est un délit. Et faire signer ça à un vieil homme endeuillé en lui mentant sur le but réel, c'est exactement ça. Tu as eu, par ce babyphone, une chance que peu de gens ont. Tu as vu le piège avant d'y tomber. Mais ce que j'ai entendu, je ne peux pas le prouver, ai-je dit. C'était le babyphone. Je n'ai rien enregistré. C'est ma parole contre la sienne. Pour l'instant, peut-être, on verra ça plus tard. » Il s'est penché. « Mais d'abord, l'essentiel, tu n'as pas signé. C'est ça qui compte. Tant que rien n'est signé, ton patrimoine est à toi, intact, et lui n'a aucun droit dessus. On part d'une position de force, Émile. Lui croit que tu vas signer la semaine prochaine. En réalité, c'est nous qui allons préparer quelque chose qu'il n'a pas vu venir. » Puis il s'est tu un moment. Il s'est levé, est allé ouvrir un tiroir d'un vieux meuble et en a sorti une enveloppe jaunie par 3 ans d'attente. Il l'a posée devant moi et sa voix a changé. « Émile, il y a 3 ans, quelques semaines avant de mourir, ta fille est venue me voir. Seule, sans Cédric. Sans toi. J'ai senti ma gorge se serrer. Claire est venue te voir ? Elle savait qu'elle ne s'en sortirait pas. Elle l'avait accepté, avec un courage qui m'a bouleversé. Et elle est venue mettre de l'ordre dans ses affaires, pour Manon. » Florent a posé sa main sur l'enveloppe. « Mais elle est aussi venue me confier quelque chose. Elle m'a dit, mot pour mot, « Maître Aubry, je n'ai pas confiance en Cédric pour l'argent. Il a des dettes, il me ment, il dépense. Quand je ne serai plus là, il va se retrouver seul avec Manon. Et il y a le domaine de mon père derrière. J'ai peur de ce qu'il fera. Promettez-moi de veiller sur les intérêts de ma fille et sur mon père. » Les larmes me sont montées aux yeux. Ma Claire, mourante, à 36 ans, et qui pensait encore à nous protéger, Manon et moi. Elle a laissé cette lettre, a continué Florent en poussant l'enveloppe vers moi. Pour toi, avec la consigne de te la remettre seulement si, un jour, Cédric tentait de mettre la main sur ton patrimoine. Tant que tout allait bien, je devais me taire,
pour ne pas semer la zizanie sans raison. Il a baissé les yeux. J'ai gardé cette enveloppe 3 ans dans ce tiroir, Émile, en priant pour ne jamais avoir à te la donner. Aujourd'hui, le moment est venu. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. C'était l'écriture de ma fille. Quelques lignes, tracées d'une main déjà affaiblie. Papa, si tu lis ceci, c'est que Cédric a fait ce que je redoutais. Ne lui en veux pas trop. Il est faible, pas méchant. Du moins, je veux le croire. Mais ne le laisse pas prendre ce qui doit revenir à Manon. Le domaine de grand-père, c'est notre sang, notre histoire. Garde-le pour elle et pour le jour où elle sera grande. Protège-la. Et protège-toi, papa. Tu as le droit de vieillir chez toi, dans tes vignes. Ne le laisse personne te le prendre. Je t'aime, veille sur ma petite. Claire. J'ai pleuré. Là, dans ce bureau, devant mon vieil ami, comme un enfant. Ma fille, par-delà la mort, venait de me tendre la main. Florent a attendu, en silence, que je me reprenne. Puis il a dit, d'une voix douce mais ferme, « Alors voilà ce qu'on va faire, Émile. On va honorer la volonté de Claire. Tu ne donneras rien à Cédric. Rien. À la place, nous allons tout organiser pour Manon. Et pour toi, dans un montage que ton gendre ne pourra jamais détourner. Et le jour où il croira venir cueillir le fruit, le vieux notaire a eu un sourire que je ne lui connaissais pas. C'est lui qui tombera de l'arbre. » Maître Aubry a pris une feuille et il a commencé à m'expliquer, avec la patience d'un homme qui a passé sa vie à protéger des familles les unes des autres. D'abord, comprenons bien ce que voulait Cédric, te faire donner ton domaine, à lui ou à un montage qu'il contrôle. Une fois propriétaire, il vendait, il encaissait, et toi, tu n'avais plus rien, ni maison, ni vigne, ni moyen de t'opposer à ce qu'il te place. C'était le plan. Et maintenant ? Maintenant, on fait l'inverse. On va organiser ta succession selon la volonté de Claire, mais sans donner la moindre prise à Cédric. Il a tracé un schéma. Premièrement, tu fais un testament clair qui lègue le domaine à Manon, et à Manon seule, pas à Cédric. La petite est ton héritière naturelle, à travers sa mère. Deuxièmement, et c'est le point capital, comme Manon est mineure et que c'est Cédric, son père, qui administrerait normalement ses biens jusqu'à sa majorité, il aurait quand même la main sur le domaine, ai-je dit, comprenant le piège. Exactement. Tant que Manon est petite, Cédric, en tant qu'administrateur légal, pourrait gérer, voire demander à vendre, dans l'intérêt de l'enfant. Florent a levé un doigt. Mais la loi permet, quand on transmet un bien à un mineur, de désigner un tiers de confiance pour administrer ce bien à la place du parent, et même d'interdire aux parents d'y toucher. On appelle ça une clause d'administration par un tiers. On peut prévoir que le domaine sera géré, jusqu'aux 18 ans de Manon, par une personne que TU désigne. Pas Cédric. Une lueur d'espoir s'est allumée en moi. Et qui ? Toi, tant que tu le peux. Et après toi, un tiers de toute confiance. Moi, par exemple, ou un administrateur professionnel. Comme ça, même le jour où tu ne seras plus là, Cédric n'aura jamais le droit de toucher au domaine de sa fille. Il sera bloqué jusqu'à la majorité de Manon. Florent a souri. Troisièmement, de ton vivant, tu gardes tout. Ta maison, tes vignes, ton usufruit. Tu restes chez toi, maître chez toi, jusqu'à ton dernier jour. Personne ne peut te placer où que ce soit contre ta volonté. J'ai senti un grand poids se soulever de ma poitrine. Donc, je ne signe rien pour Cédric. Je protège tout pour Manon, avec quelqu'un d'autre que lui aux commandes. Et je reste chez moi. Voilà. Et le plus beau, a ajouté Florent, c'est que tout ça, c'est exactement ce que ta fille m'a demandé. On ne fait que réaliser sa volonté. Mais il a posé son stylo et son visage est redevenu grave. Cela dit, Émile, protéger ton patrimoine ne suffit pas. Cédric a tenté de te dépouiller par la ruse. Il a abusé de ta faiblesse, de ton deuil, de ton amour pour Manon. Ça, c'est un délit. Et un homme qui a fait ça une fois recommencera, sous une autre forme, dès qu'il en aura l'occasion. Tant qu'il sera le seul à élever Manon, il gardera un moyen de pression sur toi, ta petite fille. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il faut donc aussi rassembler des preuves, de ses intentions, de sa mauvaise foi, pour pouvoir, le moment venu, se défendre, et même
Attaqué. Comment? Je te l'ai dit, je n'ai que ce que j'ai entendu au babyphone. Ma parole. Ta parole, c'est déjà quelque chose. Mais on va l'étayer. Florent a sorti un carnet. Voilà ce qu'on cherche. 1. Ses dettes. Tu dis qu'il manque toujours d'argent, qu'il parlait de ses dettes avec cette Vanessa. Si on établit qu'il croule sous les dettes, le mobile devient évident. 2. Cette femme, Vanessa. Qui est-elle? Depuis quand? Si ton gendre, à peine veuf, mène déjà une double vie tout en jouant le père éploré, ça en dit long sur le personnage. 3. Et c'est le plus parlant. La maison de retraite. La maison de retraite? Tu l'as entendu le dire. J'ai déjà repéré un établissement du côté de Châlons. Florent a tapoté son carnet. Ça veut dire qu'il s'est déjà renseigné. Peut-être qu'il a pris contact, demandé un dossier, une place. Or, Émile, on ne se renseigne pas sur une maison de retraite pour quelqu'un qui ne le demande pas, à qui on n'en a jamais parlé et qui vit parfaitement bien chez lui. Si on retrouve la trace de cette démarche, un courrier, un dossier de préadmission à ton nom que tu n'as jamais sollicité, alors on tient la preuve noire sur blanc que ton placement était prémédité, planifié, avant même que tu aies signé quoi que ce soit. Le vieux notaire a refermé son carnet. Et ça, mon vieil Émile, devant un juge, ça vaut tous les babyphones du monde. Je suis sorti de l'étude ce jour-là, un autre homme que celui qui y était entré. J'étais entré en victime tremblante. J'en ressortais avec un plan, un allié, et la lettre de ma fille serrée contre mon cœur. Cédric croyait avoir affaire à un vieillard brisé par le chagrin, bon à signer puis à jeter. Il allait découvrir qu'on ne dépouille pas si facilement un homme qui a passé 60 ans à se battre contre le gel, la grêle et la sécheresse pour défendre sa terre. Avant de te raconter ce que nous avons découvert sur mon gendre, et crois-moi, c'était encore pire que ces quelques mots surpris au babyphone, j'ai besoin que tu fasses une chose pour moi. Laisse un commentaire. Écris simplement « Je suis là ». 3 mots. Dis-moi que tu n'as pas lâché ce vieux vigneron. Parce que ce qui vient maintenant est le moment où j'ai compris à quel point cet homme avait calculé sa trahison, et de combien de temps il l'avait préparée. Et garde à l'esprit que ce récit comporte des éléments romancés, ajoutés à des fins narratives et éducatives. Il n'est peut-être pas entièrement véridique. Si cela te gêne, libre à toi de t'arrêter ici. Mais si tu veux savoir comment un vieil homme, armé de la seule vérité, peut faire tomber celui qui le croyait à sa merci, alors reste avec moi. Maître Aubry avait, comme tout vieux notaire de province, son réseau. Des confrères, d'anciens clercs, des relations dans les banques et les administrations. En quelques jours, sans bruit, il a commencé à rassembler le portrait de Cédric Boyer que je n'avais jamais voulu voir. Premier point, l'argent. Cédric était au bord de la ruine. Il avait monté, après la mort de Claire, une affaire de négoce qui battait de l'aile. Il avait emprunté de tous côtés, donné des cautions, accumulé près de 200 000 € de dettes, dont une partie auprès de gens qui n'attendent pas. La maison qu'il occupait en ville était louée, pas à lui. Il ne possédait, en propre, presque rien. Rien, sauf une chose, qui n'était pas encore à lui. La perspective de mettre la main, par mois, sur un domaine bourguignon qui valait, vignes et bâtiments compris, plus de 700 000 €. Voilà ton mobile, Émile, m'a dit Florent. 700 000 € pour effacer 200 000 de dettes et refaire sa vie. Ta terre, c'était sa bouée de sauvetage. Deuxième point, Vanessa. Maître Aubry a fait discrètement identifier la femme du babyphone. Vanessa, 32 ans, une relation que Cédric entretenait depuis plus d'un an. Plus d'un an. Cela voulait dire que, pendant que je le voyais, jouer le père courageux, le veuf inconsolable qui élevait seul sa petite fille, il menait déjà une double vie. Et il y avait pire. Florent a appris qu'il projetait de se marier et de quitter la région. Un projet d'installation à l'étranger, en Espagne, du côté d'Alicante, où Cédric avait déjà fait des repérages. Une villa, le soleil, une nouvelle vie, financée par la vente de mes vignes. Et Manon? Ai-je demandé, la gorge nouée. Dans tout ça, qu'est-ce qu'il prévoit pour la petite? Le visage de Florent s'est assombri. C'est là le plus dur, Émile.
D'après ce que mon contact a pu reconstituer, l'enfant n'entre pas vraiment dans leur plan. Cette Vanessa ne veut pas s'encombrer. Le projet, ce serait de confier Manon à la mère de Cédric ou de la mettre en pension, le temps de s'installer. Il a hésité. Autrement dit, exactement ce que tu as entendu. La petite, pour eux, c'est un appât tant que tu n'as pas signé, et un poids mort dès que tu auras signé. J'ai dû fermer les yeux. Ma Manon. Ma Claire en miniature. Promise, après m'avoir servi d'attendrisseur, à être confiée à droite ou à gauche, pendant que son père dilapiderait au soleil l'héritage de sa mère. Et le troisième point, ai-je demandé, la voix dure. La maison de retraite? Florent a souri, mais c'était un sourire sans joie. Là, mon vieil ami, il a commis sa plus grosse faute. Il a sorti un document, une copie. Mon contact a retrouvé la trace de ses démarches. Cédric a bel et bien contacté un établissement pour personnes âgées, près de Chalon-sur-Saône, il y a 6 semaines, avant même de te parler sérieusement de la donation. Il a demandé un dossier de préadmission. À ton nom, Émile. Émile Lacombe. Avec ta date de naissance, ton adresse. J'ai regardé la copie. Mon nom. Ma date de naissance. Une demande de renseignement pour une place en maison de retraite médicalisée formulée par mon gendre 6 semaines plus tôt, alors que je vivais parfaitement bien chez moi, que je taillais encore mes vignes et que personne ne m'avait jamais parlé de rien. 6 semaines avant, ai-je murmuré. Il avait déjà tout prévu. Ma place était réservée avant même que je prenne le stylo. Voilà la préméditation, noir sur blanc, a dit Florent. Un homme qui réserve une place en établissement pour son beau-père, en secret, 6 semaines avant de lui faire signer la donation de tout son patrimoine, ce n'est plus un gendre maladroit. C'est un plan. Et un plan, ça se prouve. Il a rangé le document dans une chemise, soigneusement. Avec ça, avec les dettes, avec la double vie, et avec ton témoignage sur ce que tu as entendu, nous avons de quoi le faire tomber. Mais il nous manque encore une chose pour que le piège se referme parfaitement. Laquelle? Maître Aubry a posé ses mains à plat sur le dossier, et ses yeux ont brillé derrière ses lunettes. Il faut qu'il vienne le chercher lui-même, a-t-il dit. Il faut qu'il s'assoie à cette table, en croyant que tu vas signer, devant témoins. Et que ce soit là, à ce moment-là, qu'il découvre que le vieux savait tout. Le plan de Maître Aubry était simple, et c'est ce qui le rendait redoutable. Tu vas accepter de signer, m'a-t-il dit. Mais pas n'importe où. Tu vas dire à Cédric que, vu l'importance de l'acte, tu préfères que ça se fasse proprement, dans une étude notariale. Chez moi. Tu vas lui proposer un rendez-vous, ici, dans mon bureau, pour signer la donation. Il sera ravi. Pour lui, c'est la consécration, le vieux qui cède enfin, et en plus chez un notaire, donc du solide. Et le jour J? Le jour J, il s'assoira à cette table, en face de toi, devant moi et mon clerc, persuadé de venir empocher ton domaine. Et au lieu de la donation qu'il attend, c'est tout autre chose qu'il trouvera. Florent a eu ce sourire tranquille qui m'avait rassuré toute ma vie. On verra à ce moment-là comment il réagit. Un homme qui se croit en train de gagner et qui découvre soudain qu'il a perdu, ça parle, Émile. Ça se trahit, devant témoins. Et ce que j'ai entendu au babyphone, on peut s'en servir? En matière pénale, la preuve est libre. Florent a réfléchi. Une victime qui enregistre celui qui l'escroque, même à son insu, ça peut être versé à un dossier pénal et apprécié par un juge. Ce n'est pas comme au civil, où l'on est plus strict. Donc oui, si d'ici là, tu as l'occasion d'enregistrer Cédric en train de te mentir, de te pousser à signer ou de révéler ses intentions, ne t'en prive pas. Ton téléphone suffit. Mets-le dans ta poche, en marche, et laisse-le parler. Je suis rentré chez moi avec, en tête, un autre métier que celui de vigneron, celui de comédien, car il allait falloir jouer. Continuer à offrir à Cédric le visage du vieil homme docile et reconnaissant, alors que je connaissais le fond de son cœur. L'occasion s'est présentée 2 jours plus tard. Cédric est passé, sans Manon encore une fois, soi-disant pour prendre des nouvelles. En réalité, pour me presser. J'avais, dans la poche de mon gilet, mon vieux téléphone, l'enregistreur en marche, comme Florent me l'avait montré. « Alors, Émile, vous avez réfléchi ?» a-t-il attaqué après 2 phrases de politesse. Faut pas traîner, vous savez. J'ai parlé à un conseiller, les droits de succession augmentent,
Chaque mois qui passe vous coûte une fortune. C'est pour Manon, hein? Faut penser à Manon. Tu as raison, mon garçon, ai-je dit d'une voix de vieillard fatigué. Je veux bien signer. Mais tu sais, à mon âge, je n'y comprends plus grand-chose à tous ces papiers. Ça me fait peur, ces choses-là. Tu es sûr que c'est vraiment la meilleure solution pour moi? Mais oui, Émile, faites-moi confiance. Il s'est penché, chaleureux, persuasif. Vous signez, je m'occupe de toute la gestion. Vous n'avez plus rien à faire. Vous serez tranquille. Et si un jour vous avez besoin de soins, d'une structure adaptée, on verra ça ensemble, en famille, le moment venu. Il a souri. Vous me faites confiance, n'est-ce pas? Bien sûr, Cédric, ai-je dit, le cœur soulevé de dégoût, mais le visage doux. Tu es comme un fils pour moi. Depuis que Claire n'est plus là, je n'ai plus que toi et la petite. Et c'est réciproque, Émile. Il a posé sa main sur la mienne, ce même geste de fausse tendresse. Allez, on dit la semaine prochaine? La semaine prochaine. Mais fais-moi plaisir. Faisons ça chez mon notaire, Maître Aubry, à Beaune. Pour que tout soit en règle, propre. À mon âge, je serai plus rassuré. Une lueur a brillé dans les yeux de Cédric. Pour lui, c'était parfait. Le vieux capitulait et en plus offrait de signer chez un officier public, ce qui rendait l'affaire inattaquable. Excellente idée, Émile. Très sage. Je m'occupe de prendre rendez-vous. Quand il est parti, j'ai sorti le téléphone de ma poche, les mains tremblantes. J'avais tout, lui qui me pressait, lui qui invoquait Manon, lui qui parlait déjà de structure adaptée, lui qui me jurait que j'étais comme un fils. Sa voix, mielleuse, mensongère, gravée pour de bon. Le soir même, mon vieil ami Georges, un copain de toujours, ancien tonnelier, est passé boire un verre. Je lui ai tout raconté, du babyphone au plan de Florent. Georges, qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche, a tapé du poing sur la table. « Ce petit salaud! Et tu veux que je sois là le jour du rendez-vous, comme témoin? Je viendrai, Émile, avec plaisir, pour voir sa tête quand le piège se refermera. » J'ai souri. Pour la première fois depuis ce dimanche maudit, j'ai souri vraiment. Le filet se resserrait. Et Cédric, tout à sa victoire, marchait droit dedans. Avant le grand jour, il restait l'essentiel à faire, protéger pour de bon ce qui devait l'être. Maître Aubry n'avait pas chômé. Je suis retourné discrètement à l'étude, un matin où Cédric me croyait chez le médecin. Et là, en présence de Florent et de son clerc, j'ai signé, mais pas ce que mon gendre imaginait. J'ai signé les vrais actes, ceux que ma fille aurait voulu. Un testament d'abord clair et net. À ma mort, l'intégralité de mon domaine, la maison, la cuverie, les vignes, reviendrait à Manon, et à elle seule. Pas un art, pas un cep pour Cédric. Ensuite, l'acte le plus important, la clause d'administration par un tiers. J'y désignais Maître Aubry, puis, après lui, un administrateur judiciaire de confiance, pour gérer les biens de Manon jusqu'à ses 18 ans. Il était écrit, noir sur blanc, que son père, Cédric Boyer, serait exclu de toute administration et de toute gestion du domaine. Jamais il ne pourrait le vendre, l'hypothéquer ou y toucher. La terre serait gardée, entretenue, protégée, jusqu'au jour où Manon, devenue grande, en deviendrait pleinement maîtresse. Et enfin, pour moi, la confirmation que, de mon vivant, je restais propriétaire et usufruitier de tout. Maître chez moi. Personne, jamais, ne pourrait me chasser de ma maison ni me placer contre ma volonté. Quand j'ai signé ces actes-là, de ma vieille main de vigneron, j'ai senti la présence de Claire dans la pièce. J'accomplissais sa dernière volonté. Je tenais la promesse que Florent lui avait faite il y a 3 ans. « Voilà », a dit Florent en rangeant les actes dans son coffre. « Maintenant, ton domaine est un coffre-fort dont Cédric n'aura jamais la clé. Quoi qu'il arrive, même s'il te faisait signer 1000 donations sous la contrainte, ces actes-ci priment et protègent Manon. » Il m'a regardé. Il ne reste plus qu'à le laisser venir cueillir un fruit qui n'existe plus. En parallèle, nous avions préparé le dossier. Florent y avait tout réuni, soigneusement. L'attestation que je rédigerais sur ce que j'avais entendu au babyphone. L'enregistrement de Cédric me pressant et invoquant une structure adaptée. Le relevé de ses dettes, les éléments sur Vanessa et le projet d'installation en Espagne. Et,
Pièce maîtresse, le dossier de préadmission en maison de retraite à mon nom, sollicité par Cédric 6 semaines avant la donation. Un avocat pénaliste, ami de Florent, avait examiné le tout. Son avis était formel. Il y avait matière à une plainte solide pour tentative d'abus de faiblesse sur personne vulnérable. On ne déposera pas la plainte tout de suite, avait décidé Florent. D'abord, le rendez-vous. On le laisse se découvrir devant témoins. Ensuite, selon ce qu'il dit et ce qu'il fait, on ajuste. La veille du grand jour, j'ai gardé Manon pour l'après-midi. Cédric me l'avait confié sans méfiance. Il était à 1000 lieues de se douter de quoi que ce soit, tout à sa victoire du lendemain. Nous sommes montés ensemble dans les vignes, la petite et moi. Je l'ai portée jusqu'au sommet du coteau, d'où l'on voit le village, le clocher et la maison en contrebas. Je lui ai montré les cèpes, encore lourds des dernières feuilles d'automne. « Tu vois, ma Manon ?» lui ai-je dit, même si elle était trop petite pour comprendre. « Tout ça, c'est à toi. Ça vient de ton arrière-grand-père, de ton grand-père, de ta maman. Et un jour, quand tu seras grande, ce sera à toi pour de bon. Personne ne te le prendra, je te le promets. Papy veille. » Elle a ri, de ce rire qui était celui de Claire, et elle a montré du doigt un merle qui s'envolait au-dessus des rangs. J'ai serré sa petite main dans la mienne, calleuse et tachée par 60 ans de terre. Et j'ai su que, quoi qu'il arrive le lendemain, j'avais déjà gagné l'essentiel. Parce que l'essentiel, ce n'était ni la maison, ni les vignes. C'était elle. Le grand jour est arrivé. Un matin clair de fin octobre, le coteau roux sous un ciel bleu froid. Le rendez-vous était fixé à 10 heures, à l'étude de Maître Aubry, à Beaune. J'y étais en avance, avec Georges, mon vieux Georges en costume du dimanche, qui faisait semblant de feuilleter une revue dans la salle d'attente, mais bouillait d'impatience. Florent était dans son bureau, calme, ses dossiers rangés. Son clerc prenait des notes à une table de côté, prêt à tout consigner. Cédric est arrivé à 10 heures pile. Costume neuf, chaussures cirées, le sourire éclatant du vainqueur. Il était venu seul. Vanessa devait attendre quelque part, son champagne au frais. Il m'a serré la main avec effusion, a salué Florent avec déférence, à peine surpris de trouver là Georges, que je lui ai présenté comme un vieil ami venu me soutenir, à mon âge, pour un acte aussi important. Cédric a trouvé ça touchant. Le pauvre vieux qui avait besoin de tenir la main d'un copain pour signer. Parfait. Nous nous sommes assis autour de la grande table. Florent a posé devant lui une chemise. « Bien », a dit Cédric en se frottant les mains. « On peut peut-être commencer ? Émile, vous êtes prêt ? Tout est prêt de mon côté. J'ai apporté ma copie de la donation. » Avant cela, a dit Florent d'une voix posée, « il y a quelques actes à examiner. Permettez-moi, monsieur Boyer. C'est mon rôle de notaire de m'assurer que tout est en ordre et que les volontés de monsieur Lacombe sont bien respectées. » « Mais bien sûr, maître, » a dit Cédric, magnanime. Florent a ouvert la chemise. Il a sorti le premier document. Voici le testament de monsieur Lacombe, signé et enregistré la semaine dernière. Il lègue l'intégralité de son domaine, maison, cuverie, vigne, à sa petite-fille, Manon Boyer. À elle seule. Le sourire de Cédric a vacillé une seconde, puis s'est rétabli. « Eh bien, c'est très bien ça. Manon est l'héritière naturelle. C'est exactement l'esprit de la donation que je propose. » Pas tout à fait. Florent a sorti le deuxième acte. Car ce testament est assorti d'une clause d'administration par un tiers. Jusqu'à la majorité de Manon, le domaine sera géré par un administrateur désigné par monsieur Lacombe. Moi-même, puis un administrateur judiciaire. Il a relevé les yeux et son regard s'est planté dans celui de Cédric. Cette clause exclut formellement le père de l'enfant, vous-même, monsieur Boyer, de toute gestion, de toute vente, de toute disposition du domaine. Vous n'y aurez jamais accès, ni maintenant, ni plus tard. Le silence est tombé dans le bureau. Le sourire de Cédric s'est éteint, lentement, comme une bougie qu'on souffle. « Je ne comprends pas, » a-t-il dit, et sa voix avait changé. « Et la donation ? La donation qu'Émile devait signer aujourd'hui ? » « Il n'y aura pas de donation, monsieur Boyer. » Florent a refermé la chemise. Monsieur Lacombe a changé d'avis. Il garde son domaine de son vivant, en pleine propriété, et il l'a déjà protégé pour sa petite-fille, après lui, d'une manière à laquelle vous ne pourrez jamais toucher.
Cédric s'est tourné vers moi, le visage blême. « Émile, Émile, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On avait convenu... C'est pour Manon, pour son avenir. Je vous l'ai expliqué 100 fois. » C'est là que j'ai parlé. Pour la première fois depuis ce dimanche maudit, je l'ai regardé droit dans les yeux, sans masque, sans comédie. « Pour l'avenir de Manon, Cédric ?» Ma voix était calme, mais ferme comme un cep de 40 ans. « Ou pour effacer tes 200 000 € de dette, payer ta villa à Alicante avec Vanessa et te débarrasser du vieux ?» Le sang s'est retiré de son visage. « Quoi? Qu'est-ce que... » Le grand-père ne sert plus à rien. Dès qu'il signe, on le place. J'ai cité ces mots, lentement, un par un. J'ai déjà repéré un établissement du côté de Châlons. Sa bouche s'est ouverte, sans un son. La gosse, c'est surtout pratique pour attendrir le vieux et le faire signer. Ma voix a tremblé sur ce dernier mot, de colère contenue. Le babyphone de Manon était resté allumé, Cédric. Ce dimanche-là, dans la cuisine. J'ai tout entendu. Chaque mot. Le masque est tombé, d'un coup. Toute la fausse chaleur, toute la déférence, tout s'est effacé du visage de mon gendre. Et ce qui est resté était laid, dur, haineux. « Vieux fou !» a-t-il craché en se levant d'un bond. « Vous croyez que ça change quoi que ce soit? Personne ne vous croira. Un vieux qui invente des histoires de babyphone parce qu'il ne veut pas lâcher son magot. Je dirais que vous perdez la tête, que c'est moi qui devrais demander votre mise sous tutelle. Asseyez-vous, monsieur Boyer. » La voix de Florent a claqué, soudain dure. Avant de menacer, écoutez. Il a posé sur la table une nouvelle chemise, épaisse. Le dossier de préadmission en maison de retraite que vous avez constitué au nom de monsieur Lacombe, il y a 6 semaines, à son insu. L'état de vos dettes. Les éléments concernant madame Vanessa et votre projet d'installation à l'étranger. Et l'enregistrement, parfaitement licite en matière pénale, où l'on vous entend presser monsieur Lacombe de signer et évoquer déjà, je cite, une « structure adaptée ». Il a regardé Cédric par-dessus ses lunettes. Tout cela, monsieur Boyer, devant 2 témoins, dont un notaire. Ça s'appelle une tentative d'abus de faiblesse sur personne vulnérable. C'est un délit. Cédric est resté debout, livide, les poings serrés, le souffle court, cherchant une issue qui n'existait pas. « Vous ne pouvez pas... Vous n'avez pas le droit ?»« Si, » ai-je dit doucement. « J'ai le droit. Le droit de protéger ma petite fille de toi. Le droit de garder la terre de mon père. Et le droit, Cédric, de vieillir chez moi, dans mes vignes, jusqu'à mon dernier jour. C'est ma fille, c'est Claire qui me l'a écrit. Tu te souviens de Claire? La femme que tu trompais déjà quand elle se mourait? » Il n'a rien trouvé à répondre. Pour la première fois, l'homme aux 1000 projets, le beau parleur, était sans voix. Georges, dans son coin, a croisé les bras et a lâché, avec tout le mépris d'un vieux tonnelier bourguignon. « Eh bien, mon gendre, on dirait que la vendange a tourné au vinaigre. » Cédric est sorti de l'étude en claquant la porte, blanc de rage, en hurlant qu'on entendrait parler de lui, qu'il avait des avocats, que je le paierais, des menaces de noyer. Mais nous savions tous, dans ce bureau, que c'était fini pour lui. Les jours suivants, sur les conseils de l'avocat pénaliste, nous avons déposé plainte. Tentative d'abus de faiblesse sur personne vulnérable. Le dossier était solide. Mon témoignage, l'enregistrement, le dossier de préadmission constitué en secret à mon nom, les dettes, la double vie, le projet de fuite à l'étranger. Le procureur a ouvert une enquête. Cédric a d'abord fanfaronné. Il a prétendu, comme il l'avait menacé, que je perdais la tête, que tout cela était le délire d'un vieillard sénile manipulé par son notaire. Mais c'était une mauvaise stratégie, et elle s'est retournée contre lui. Car pour démontrer que j'étais sénile, encore aurait-il fallu que je le sois. Or j'ai été examiné, à la demande de la justice, par un médecin expert. Verdict: Émile Lacombe, 76 ans, jouissait de toutes ses facultés, lucide, parfaitement capable de gérer ses affaires. Ce qui, soit dit en passant, ruinait d'un coup toute son histoire. On ne peut pas à la fois prétendre faire signer une donation valable à un homme sain d'esprit et le déclarer sénile dès qu'il refuse de signer. L'affaire a été jugée plusieurs mois plus tard, devant le tribunal correctionnel. Je m'y suis rendu au bras de Georges, et Florent était là, fidèle au poste. À la barre, j'ai raconté.
le deuil de Claire, la confiance donnée, le babyphone, les mots, le dossier de maison de retraite réservé en secret. L'enregistrement a été écouté dans la salle, et chacun a entendu la voix mielleuse de Cédric me pressant de signer pour Manon. Le tribunal a reconnu Cédric Boyer coupable de tentative d'abus de faiblesse sur personne vulnérable. Il a été condamné à une peine de prison, en partie ferme, à une forte amende et à l'interdiction pendant plusieurs années d'exercer toute activité de gestion. La justice a relevé, dans ses attendus, le caractère particulièrement odieux des faits. Avoir exploité le deuil d'un père venant de perdre sa fille unique et s'être servi d'une enfant de 3 ans comme d'un instrument. Vanessa, elle, avait disparu bien avant le procès. Le jour où elle avait compris qu'il n'y aurait ni domaine, ni villa à Alicante, ni argent, rien que des dettes et un casier judiciaire, elle s'était évaporée. C'est souvent ainsi avec ceux qui ne suivent que l'argent. Ils partent dès qu'il n'y en a plus. Cédric s'est retrouvé seul, ruiné, condamné, abandonné de celle pour qui il avait tout sacrifié. Ses créanciers, eux, ne l'ont pas abandonné, eux, mais ça, c'était ses affaires, désormais. Plus les miennes. Restait la question la plus importante de toutes. Manon. Car j'avais une peur, une seule, qui me tenait éveillé la nuit. Cédric, fou de rage, pouvait me priver de ma petite fille. M'interdire de la voir. Me couper du dernier lien avec ma Claire, par pure vengeance. Et ça, je ne l'aurais pas supporté. Ne crains rien, Émile, m'a rassuré maître Aubry. La loi a pensé à ça aussi. Un grand-parent a le droit d'entretenir des relations avec ses petits-enfants. C'est inscrit dans le Code civil. Sauf motif grave, et il n'y en a aucun, bien au contraire. Aucun parent ne peut couper un enfant de son grand-père. Si Cédric tente de t'empêcher de voir Manon, on saisit le juge aux affaires familiales et il fixera un droit de visite et d'hébergement. Officiel, que Cédric devra respecter. C'est ce que nous avons fait, par précaution. Le juge, au vu de tout le dossier, a non seulement confirmé mon droit de voir Manon, mais a établi un droit de visite et d'hébergement large, régulier, gravé dans une décision de justice. Un week-end sur 2, la moitié des vacances, et plus encore selon les besoins. Personne, désormais, ne pourrait m'éloigner d'elle. Et il y a eu mieux. Cédric, écrasé par ses dettes, son procès, sa solitude, et bien incapable de s'occuper sereinement d'une petite fille, a peu à peu lâché prise. Sans que j'aie eu à me battre pour ça, Manon a commencé à passer de plus en plus de temps chez moi, dans la maison de Pierre Doré, au milieu des vignes, là où elle avait sa chambre, là où était son rire, là où elle était chez elle. Les mois ont passé, puis les saisons, et la vie, doucement, a repris son cours, comme la sève remonte dans les ceps après l'hiver. Aujourd'hui, quand je te raconte tout cela, je suis assis dans ma cuisine, la même où mon gendre riait de me placer. Et par la fenêtre, je vois Manon jouer dans la cour. Elle a grandi. Elle court entre les rangs de vignes comme sa mère le faisait à son âge. Elle connaît déjà le nom des outils, elle sait reconnaître un cep malade, et à la dernière vendange, perchée sur mes épaules, elle a coupé sa première grappe avec un sécateur d'enfant, et elle a crié de joie si fort que tout le village l'a entendue. Cette vendange-là, je m'en souviendrai jusqu'à mon dernier jour. Tout le village était venu donner la main, comme au temps de mon père. Les voisins, Georges et ses gros bras de tonnelier, des jeunes du coin, et même maître Aubry, qui avait troqué son costume contre un vieux bleu de travail, et s'était fait, à 73 ans, vendangeur d'un jour. On a coupé sous le soleil doux de septembre. On a ri. On a chanté les vieilles chansons des coteaux. À midi, on a mangé tous ensemble sous le grand noyer. Des tablées entières de gens qui s'aimaient. Et quand le dernier seau de raisin a été versé dans la cuve, j'ai levé un verre de l'année précédente et j'ai porté un toast. À Suzanne, ai-je dit, la gorge serrée. À Claire et à Manon, qui fera le vin de demain. Et tout le monde a bu, en silence. Et il y avait des larmes dans bien des yeux. Mais c'était des larmes douces. Des larmes de gens vivants, rassemblés, libres. Pas une de ces larmes de solitude qu'on verse dans une chambre de maison de retraite où l'on vous a parqué pour vous prendre votre bien. Voilà ce que Cédric a voulu m'arracher. Pas seulement des murs et des vignes. Tout ça. Se noyer, s'établer,
ces chansons, ce rire d'enfant dans les rangs, ma vie. Et c'est ça, au fond, que j'ai sauvé. Je ne l'ai pas perdu. C'était ma plus grande peur, et c'est ce qui n'est pas arrivé. Le droit de visite que le juge avait fixé, nous n'avons même plus eu à nous y accrocher. Cédric, accablé par ses ennuis, s'est éloigné de lui-même. Aux dernières nouvelles, il vivait quelque part dans le sud, seul, croulant sous ses dettes, loin de la villa au soleil dont il rêvait. Il voit Manon de temps en temps, par obligation plus que par tendresse. Mais la petite, elle, a trouvé sa maison. Et sa maison, c'est ici, dans la pierre dorée, au milieu des vignes de son sang. Maître Aubry vient encore dîner, de temps en temps. Nous sommes deux vieux qui parlons de Claire, de Suzanne, du temps passé. Il a pris une retraite plus tranquille, mais il dit que cette affaire-là, c'est l'une dont il est le plus fier de toute sa carrière. Pour une fois, Émile, m'a-t-il confié un soir, j'ai pu protéger une famille avant le désastre, et non ramasser les morceaux après. C'est rare dans mon métier. C'est précieux. Je sais qu'au fond, à travers Manon, c'est aussi à Claire qu'il a tenu parole. Et ça l'apaise, je crois. Georges, mon vieux Georges, vient tailler avec moi le samedi, et nous refaisons le monde sous les pommiers du jardin, 2 vieux bourguignons et une bouteille de notre meilleur millésime. Il aime à raconter, à qui veut l'entendre au café du village, comment le vieil Émile a roulé son escroc de gendre grâce à un babyphone. L'histoire a fait le tour des coteaux. Les anciens hochent la tête, les jeunes rient. Et moi, je laisse dire. Quelque chose d'autre a changé aussi dans le village, depuis cette histoire. Les gens regardent autrement leurs vieux. Une voisine est venue me trouver, gênée, pour me parler de son père à elle, qu'un démarcheur harcelait au téléphone pour lui faire signer je ne sais quel placement. Un jeune du bout de la rue passe désormais voir, chaque semaine, le vieux Lucien qui vit seul au numéro 12. Comme si mon malheur évité avait rappelé à chacun que, derrière les volets clos des maisons, il y a des anciens qu'on peut soit veiller, soit dépouiller. J'aime à penser que c'est aussi ça, ce que Claire aurait voulu. Que de notre épreuve, il sorte un peu plus d'attention pour les autres. Et puis, il y a Manon. Le dimanche, je lui apprends les choses de la vigne, comme mon père me les a apprises. Comment on tient un sécateur? Comment on reconnaît, rien qu'à l'odeur, un raisin prêt à cueillir? Un jour, elle m'a demandé, avec son sérieux d'enfant de 3 ans, « Papy, c'est qui a fait les vignes ?» Et je lui ai répondu, « Ton arrière-grand-père, ma puce. Puis moi. Et un jour, ce sera toi. » Elle a réfléchi, puis elle a dit, « Et maman ?» J'ai senti ma gorge se serrer. « Ta maman aussi, ma Manon. Ta maman est dans chaque grappe. C'est elle qui fait le vin doux. » Elle a souri, satisfaite de cette réponse, et elle est repartie courir. Les enfants comprennent ces choses-là mieux que nous. Le soir, quand Manon dort dans la petite chambre, l'ancienne chambre de Claire, je vais parfois m'asseoir devant les photos, celle de Suzanne, celle de ma fille, qui rit sur le perron un jour de vendange. Et je leur parle. « Tu vois, Claire, je dis, j'ai tenu ta promesse. Je ne l'ai pas laissé prendre ce qui était à elle. Le domaine est à l'abri, pour Manon, pour le jour où elle sera grande. Et moi, je suis toujours là, chez nous, dans nos vignes. Je veille sur ta petite. Elle a ton rire, tu sais, exactement ton rire. » Et dans le silence de la vieille maison, il me semble parfois entendre, porté par le vent qui descend du coteau, comme un écho de ce rire à travers le temps. Et à toi, qui m'as écouté jusqu'ici, de ta ville, de ton pays, je voudrais laisser ce que cette épreuve m'a appris. Parce que si mon histoire peut éviter à un seul d'entre vous de tomber dans le piège où j'ai failli tomber, alors elle aura servi à quelque chose. Et des pièges comme celui-là, vois-tu, il s'entend bien plus qu'on ne le croit, dans le silence des familles, derrière des sourires qui ont l'air sincères. La première leçon, la plus importante, c'est celle-ci. Ne signe jamais ce que tu n'as pas pleinement compris, et jamais sous la pression. Jamais. Surtout quand on te presse en te disant « Il faut faire vite, ça t'évitera des soucis, fais-moi confiance, je m'occupe de tout. » Cette phrase-là, « Je m'occupe de tout », méfie-toi d'elle plus que de tout autre. Les honnêtes gens ne craignent pas que tu prennes ton temps, que tu lises, que tu demandes conseil. Ceux qui te poussent à signer vite, sans réfléchir, sans relire, sans avocat ni notaire à toi, ceux-là ont presque toujours quelque chose à cacher.
Un papier honnête peut attendre que tu sois en état de le comprendre. Un papier malhonnête, lui, a besoin de ta précipitation. Alors, prends ton temps. Toujours. La deuxième leçon, c'est que le chagrin et la solitude nous rendent vulnérables et que les prédateurs le savent. Cédric n'a pas attaqué n'importe quand. Il a attendu que je sois affaibli. Veuf, isolé, en deuil de ma fille, n'ayant plus que ma petite fille pour me raccrocher à la vie. C'est précisément à ce moment-là qu'il a frappé, en se servant de mon amour pour Manon comme d'un levier. Si tu as perdu un être cher, si tu es seul, si tu es âgé,